La perte de poids n'est aucunement nécessaire à l'amélioration de la santé métabolique. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je m'entretiens avec Mathieu Bouchard, naturopathe. Mathieu, je l'apprécie beaucoup par ses talents de vulgarisateur et il est toujours à l'affût des derniers articles au niveau de la littérature scientifique. Donc, bonne écoute. Donc, bienvenue Mathieu, content de t'avoir avec moi ce matin. Écoute, grosso modo, Mathieu, ça faisait longtemps qu'on en parlait, que j'avais hâte de t'avoir, d'avoir une discussion avec toi. Puis Mathieu, en fait, pour ceux qui le connaissent pas, il y a probablement beaucoup d'entre vous qui le connaissez, ceux qui me suivent. Mathieu, naturopathe, en fait, qui a fondé son école de naturopathie également, l'Institut AAT. Et grosso modo, Mathieu, si tu veux nous parler un petit peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à fonder cet institut-là et qu'est-ce qui t'a inspiré à fonder ça? Ben, le parcours pour l'Institut AAT, en fait, c'est juste venu du fait que moi, j'adore ça, lire et apprendre des choses. Ouais. Donc, moi, je travaillais dans un gym avant, donc j'étais dans un magasin de suppléments. Je te dirais, j'ai commencé à travailler là en 2003, puis à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup aux produits de santé naturelle. J'avais pas le choix, je travaillais dans un magasin. Exact. Fait que j'ai appris beaucoup sur les produits, ce que je pouvais trouver sur Internet, ce que j'avais accès comme information. Les différents journaux scientifiques étaient open access, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup, mais bon. Après ça, j'ai commencé, j'ai fait des compétitions de culturisme. Fait que là, j'ai commencé à m'intéresser aux hormones. Parce que je me dis, ça a l'air faut comprendre le concept. Au début, c'était testostérone, estradiol, cortisol. Fait que c'est beaucoup ça que j'ai commencé. Puis la première formation que j'ai montée, c'est en 2014, c'est sur le cortisol. Donc, l'explication du concept de la fatigue surrénalienne. Donc, on connaît tout le concept. C'était très populaire il y a une dizaine d'années. Donc c'était ça ma première conférence. Pour après ça, me rendre compte que, dans le domaine des entraîneurs, il y avait des lacunes phénoménales en connaissance de la physiologie humaine et de l'endocrinologie. Et pourtant, on faisait des claims fantastiques là-dessus. Fait que je me suis dit, pourquoi pas prendre l'information que je sais, prendre l'information des études et des différents livres et de faire des condensés. Donc là, l'idée est venue de faire l'Institut AAT. Cool. Parce qu'au début, c'était pas une école de naturo. C'était seulement des cours à la carte de fin de semaine. Les gens achetaient les cours. C'est en présentiel, là, dans le post-COVID, pré-COVID. Ouais. Dans le bon vieux temps. Ouais. Fait que c'est parti de là. Je te dirais que en 2015-2016, l'idée d'Institut AAT en soi est née. Là. J'ai commencé à écrire des cours plus compliqués. Je te dirais qu'avant qu'on crée l'école, il y avait environ 7 cours de fin de semaine. Qui existait là. C'est vraiment intéressant ça, tu sais, puis chapeau à toi d'avoir justement mis ça au monde d'une certaine façon. Parce j'ai eu de l'aide. J'en doute tout pas. Seul. C'est ça qui est le fun, c'est t'entoures d'une équipe. Puis tu sais, souvent dans ces milieux-là, je pense à l'entraînement et compagnie, tu sais, on parle souvent du bro science et compagnie, mais souvent des gens qui veulent super bien faire, c'est juste que des fois, ils n'ont pas accès à cette synthèse-là ou à cette information-là ou les bases. Fait que, tu sais, si tu peux réussir à bien justement amener ça à tout ce bassin de professionnels-là et de gens-là, c'est merveilleux. Puis justement, c'est une des choses que j'apprécie beaucoup de autant tes posts, là, te suivant sur les médias sociaux. T'es fan de tout ce qui est volet littérature. Moi, plus ça va, en fait, plus j'apprécie justement. Puis dans le temps, tu parles des sites des accès gratuits. Tu sais, moi, quand j'étais à l'université, on avait tout accès à ces bibliothèques-là et tout, et j'en faisais juste pour des devoirs usage, tu sais, mais pas d'une curiosité légitime personnelle et que là, j'aimerais bien avoir accès, mais vraiment, c'est ça que j'apprécie beaucoup de toi, de ton côté littérature et tout, de garder à jour, puis c'est pour ça que j'avais hâte de te parler aujourd'hui. Puis, grosso modo, aujourd'hui, ce qu'on avait parlé un petit peu dans nos échanges là, au préalable, on voulait parler un petit peu du volet vitamine D. J'ai vu quelques-uns de tes posts là, qui parlaient de, justement, est-ce que la solution, c'est vraiment juste de supplémenter en vitamine D ou est-ce qu'il y a des causes sous-jacentes qui minent un petit peu notre capacité à avoir des niveaux optimaux de vitamine D, de 1. Puis, étant donné notre latitude nordique, où est-ce qu'on en est, notre situation géographique, puis un peu la pandémie d'hypovitaminose D, on va dire ça comme ça. Il y a une étude que j'avais vue qui disait jusqu'à 1 milliard de gens auraient des niveaux sous-adéquats de vitamine D. Écoute, ça touche de près ou de loin beaucoup de gens. OK? Oui. Fait que, est-ce qu'au-delà de la supplémentation et de l'exposition au soleil et compagnie, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu là, de ce que tu as à nous dire là-dessus aujourd'hui.
Ben, on va commencer par la base. C'est que la vitamine D en supplément, c'est très sécuritaire. Donc, si tout le monde voulait en prendre, il n'y a pas de problème. On s'entend, là, c'est 99,9% des gens qui peuvent prendre de la vitamine D. Donc, exact. les conditions qui impliquent que tu peux pas en prendre sont très, 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 très rares. Et je pense que la seule vraiment réelle, c'est peut-être la sarcoïdose. Mais comme Dr. House, il dit, c'est jamais la sarcoïdose. Donc, ça pourrait être ça. Mais le métabolisme de la vitamine D, ce que les gens, en général, savent pas, les praticiens savent un peu plus, c'est que la vitamine D se comporte beaucoup plus comme une hormone qu'une vitamine. Donc, juste le nom va le dire, on appelle ça de la cholécalciférol, donc fini par ol. Donc, toutes les vitamines qui finissent par ol ont des structures et des actions plus similaires à des hormones qu'à une vitamine en soi. Donc, on sait que la vitamine D qu'on prend, comparativement à d'autres vitamines, donc toutes les vitamines hydrosolubles, en fait, c'est pas une forme que le corps peut faire quelque chose avec. Donc, le cholécalciférol, le corps doit métaboliser la cholécalciférol pour avoir un effet. Donc, c'est un paquet d'enzymes qui font ce mécanisme-là. Celle du soleil est un peu différente parce qu'on va métaboliser à partir de cholestérol. Donc, c'est un peu différent. Il faut être exposé au soleil à une certaine quantité de temps. Donc, c'est un peu le concept de la vitamine D de base. Donc, les gens, il faut qu'ils comprennent ça. Après ça, quand tu étudies un peu la vitamine D, moi, un de mes mentors, c'est un docteur Alex Vasquez, qui est chiro, naturo et ostéo. Donc, les 3 doctorats que tu peux faire professionnels. Exact. C'est impressionnant. C'est un de mes mentors. C'est une des premières personnes avec qui j'ai étudié la médecine fonctionnelle. Donc, lui, il y a des vidéos sur la vitamine D, il y en a des tonnes. Donc, il faut comprendre que le métabolisme de la vitamine D est influencé par à peu près tout. Exact. Donc, un coup, tu le fouilles, tu vas trouver quelque chose qui influence la vitamine D. Un des points les plus intéressants, puis ça, c'est le fun de discuter, disons, qu'avec des influenceurs semi-experts, disons, c'est que oui, les gens devraient tous prendre de la vitamine D. Donc, on va dire, devraient tous, je l'ai dit tantôt, 99,9. Donc, on fait ça. Après ça, est-ce qu'on devrait donner de la vitamine D jusqu'à temps qu'on pogne des niveaux acceptables? Ben, ça se peut que tu y ailles à l'infini. Exact. C'est un peu ça qui est intéressant. Puis justement, j'ai une question pour toi là, qui me vient associée à ça. C'est souvent, bon, tu as le niveau médical, le range. Est-ce qu'il y a un range, beaucoup, moi, ce que je vois souvent en médecine fonctionnelle, le fameux 125, 250 nanomoles par litre, est-ce que c'est quelque chose qui, de ton savoir, est encore à jour? Est-ce que c'est trop élevé, pas assez élevé? Je vois souvent dans les prises de sang, on est plus dans le... Mettons, sur certains patients que je vois là, au niveau médical dans les analyses de lab, ils disent 50 à 150 nanomoles par litre. Est-ce que c'est toujours valide? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Tu vois, en début de pandémie, Alex a fait une super belle revue de la littérature parce qu'il dit de trouver le niveau minimal. Comme on ne peut pas se fier au système immunitaire pour ça, ben, on a regardé les autres fonctions de la vitamine D. Donc, une des fonctions de la vitamine D, c'est de contrôler la PTH. Donc, l'hormone parathyroïdienne. Et selon les journaux d'ostéopathie, parce que c'est des journaux scientifiques américains qui existent, le Journal of Osteopathic Medicine, ben, ils ont remarqué que c'était à 32 nanogrammes, donc 80, que tu avais une stabilisation de la PTH. Fait qu'Alex, il dit, par extrapolation, on peut quand même se fier que c'est sûrement un niveau physiologique minimal. Parce que si la PTH se contrôle pas avant 32, donc tout ce qui est en bas de ça, si ça fait pas ce job-là, ça fait pas les autres. Je comprends. Parce qu'il dit c'est la seule manière qu'on peut le mesurer, parce que c'est un des seuls contrôles qu'on sait que le corps a avec le calcium. Donc, fait qu'il dit ça fait du sens. Il dit, puis en plus, c'est pas trop haut. T'sais, 32 nanogrammes, 80 nanomoles, c'est très, très acceptable et très faisable pour une personne normale. Ça serait comme le borderline, mettons, le minimum qu'on va aller chercher pour avoir le threshold sur le volet, bon, PTH. Exact. Après ça, oui, jusqu'à 150, ça serait la recommandation médecine fonctionnelle et il n'y a aucun effet secondaire à aller jusque-là. Plus que ça, puis tu sais, je voyais, encore une fois, il y a beaucoup de discussions et tout, puis je suis curieux de voir, toi, qu'est-ce que tu as vu de ton côté, mais il y en a qui disaient, justement, on va revenir au volet toxicité qui est vraiment difficile à atteindre. Je voyais certaines études qui faisaient du 50 000 unités internationales pendant des mois pour arriver à quelque chose de potentiellement problématique, là, tu sais. Est-ce que c'est dans tes observations? Est-ce que tu as justement vu quelque chose là-dessus? Est-ce que c'est facile de tomber en toxicité à la vitamine D?
Ben, c'est relativement dur parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui dégradent la vitamine D et il y a aussi des facteurs limitants sur l'absorption et l'utilisation. Tu sais, moi, le seul cas en pratique que j'ai vu, parce que ça m'est arrivé une fois en 10 ans de pratique, j'ai une cliente qui prenait de la vitamine D depuis X parce que son entraîneur il avait dit qu'il fallait donc prendre beaucoup de vitamine D parce qu'elle, à son poids, il donnait comme chose que 8-10 000, je n'ai aucune idée pourquoi, là, mais 8-10 000 par jour, la cliente se faisait bronzer. Puis elle est allée dans le sud 2 semaines. OK. Fait que quand elle est revenue, là, elle disait, j'ai des petits symptômes spéciaux. J'étais comme, ouais, exprime les symptômes, là. Le cœur qui me débat un peu. J'étais comme, c'est l'anxiété. Elle dit, non, elle dit, je file super bien. J'étais, t'as-tu des prises de sang récentes? Elle dit, justement, je viens d'en passer une. Elle dit, veux-tu que je te l'envoie? J'ai pas le droit d'aller laisser une prise de sang. J'ai pas le droit, toi t'as le droit, moi j'ai pas le droit. Mais la prise de sang arrive, puis là, c'est la première fois de ma vie que je regarde le taux de vitamine D, puis la personne était à 232. Là, je dis, combien de vitamine D tu prends? Parce que moi, je t'ai dit de prendre, moi, on n'a pas parlé, là, parce qu'elle m'a pas dit qu'elle en prenait. Donc, moi, j'ai pas joué sur le dosage, je sais pas qu'elle en prend, puis on est au mois de août-septembre, là. Fait que, je dis, bon, ben, c'est pas grave. Je prends tel dosage depuis 1 an et quelques. Je me fais bronzer 3 fois par semaine. Genre, OK, là. C'était peut-être un peu beaucoup. Tu vas arrêter de te faire bronzer, puis on va arrêter la vitamine D pour une couple de semaines. Tu vas en dégrader un peu. Tu sais, fait qu'ils ont. Puis c'était très drôle parce que c'était 232. Tu sais, c'est haut, là. Ouais. Tu sais, puis encore là, il n'y a pas preuve de toxicité à 232. C'est pour ça que je disais ça, parce que c'est ça, je voyais justement des ranges, justement, des fois dans différentes. C'est pour ça que, c'est pas tout le monde qui s'entend. Bon, il n'y a pas nécessairement de consensus parfait. Mais des fois, ça va jusqu'à justement les recommandations, là, de niveau optimaux, jusqu'à du 250, là, tu sais. Puis c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant, ce que tu disais, tu sais, c'est au-delà de, oui, les niveaux, le dosage que tu prends, etc. C'est quels sont les facteurs qui peuvent faire. Moi, j'en ai vu là, des patients qui en prenaient de la vitamine D, puis les niveaux montaient juste pas, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, qu'on a eu des discussions ensemble, puis que je voyais tes posts, je trouvais ça super intéressant. La vitamine D, comme tu disais tantôt, est dépendante d'une panoplie de réactions enzymatiques dans le corps, donc des réactions chimiques, on va dire ça comme ça pour monsieur et tout le monde, puis qui est dépendante de, tu parlais beaucoup du magnésium, du zinc, tu avais parlé aussi du volet justement de surplus adipeux chez les gens obèses, il y a de la littérature autour de ça, que ça vient comme tamponner un petit peu les réserves de vitamine D, mais ça fait que au niveau sanguin, ça peut retarder, ils vont peut-être avoir un besoin accru pour atteindre les mêmes niveaux. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Ben, comme la vitamine D est une vitamine qui est liposoluble, donc qui se store dans le gras, c'est sûr que c'est un peu plus de gras. Faut savoir que le corps ne store pas ça dans le gras pour le fun. Donc, ça peut être utilisé pour pas qu'il n'aille trop, mais c'est surtout, en fait, parce que on s'est rendu compte, quand tu lis la littérature, puis on s'est rendu compte, je dis moi, puis les millions de personnes avec qui moi, je suis pas chercheur, là, mais je vais dire le terme, Gabor, il dit qu'on est des chercheurs de sofa. OK. Exact. On n'a pas aucun diplôme là-dedans, mais on aime ça regarder. Mais ça a son mérite aussi, puis c'est ça. Ben, c'est de l'interprétation plus simple, des fois, de papiers qui sont peut-être inaccessibles. C'est ça. C'est un peu ça. Puis, on se rend compte, sur le code de la vitamine D, en fait, on l'a fait l'année passée, l'exercice, moi et Gabor, pendant comme 2-3 jours, de se lancer des papiers de vitamine D pour faire des liens. Puis, on se rendait compte que le tissu adipeux, il va séquestrer de la vitamine D. Donc, ça fait agressif, là, mais il va séquestrer de la vitamine D. Et la vitamine D a un effet dans le dipocyte. Donc, elle n'est pas juste là pour être là. Donc, la vitamine D peut servir. On sait que la vitamine D est un immunomodulateur. Donc, si on le sait, va aider à moduler l'immunité. Puis, il y a beaucoup de chercheurs et beaucoup de spécialistes du tissu adipeux qui pensent que l'un des rôles de la vitamine D dans le tissu adipeux, c'est de stabiliser le tissu adipeux aussi. Donc, l'empêcher de devenir dysfonctionnel. Puis, ça serait justement par des mécanismes métaboliques. Est-ce que c'est pour moduler justement l'inflammation? Parce qu'on sait que par le volet, comme tu dis, immunitaire, inflammatoire, je pense à la cyclooxygénase, le volet interleukine, est-ce que ça serait pour justement moduler ça? Parce que aussi, fait super intéressant que j'ai vu dans un de tes posts qui parlait aussi, tu sais, qui faisait le lien entre ça a un impact sur l'inflammation, mais l'inflammation va aussi jouer sur, justement, accroître, ça fait comme un cercle vicieux, ça va accroître nos besoins, on va dire ça comme ça, en vitamine D. Donc, je suis curieux de voir qu'est-ce que tu en penses aussi là-dessus. Ben, non, ce qu'on sait, ou ce qu'on a pu voir des études qu'on a lues, c'est que plus le tissu devenait inflammé, plus sa capacité à séquestrer de la vitamine D augmentait.
mais moins il était propice à la remettre. OK. Donc ça, pour certaines choses, c'est comme ça aussi la testostérone, c'est un peu la même chose. Là. C'est que normalement, quand tu vas stimuler un adipocyte avec des signaux adrénergiques, donc de l'adrénaline, il va relâcher des trucs. Donc, la vitamine D, la testostérone font partie de ces choses-là. OK. Parce qu'il va les remettre. Ce qu'ils se rendent compte, c'est le tissu adipeux dysfonctionnel, donc chez les gens qui sont vers la résistance à l'insuline ou vers le syndrome métabolique, le corps n'a pas tendance à les remettre. Donc, ça marche pas. T'as beau fesser de l'adrénaline, le système veut pas relâcher. Okay. Après ça, c'est de savoir est-ce qu'il en reste de l'intact. C'est déjà ça aussi. Parce que comme les adipocytes ont toutes les enzymes nécessaires pour métaboliser la cholécalciférol en ce qu'on appelle la 1,25 hydroxyvitamine D, donc la calcitriol, pour activer les récepteurs à vitamine D qui sont présents dans l'adipocyte. Donc, est-ce que c'est ça? Parce que moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que le tissu adipeux, il séquestre tout ça pour rester fonctionnel. Je comprends. C'est pour ça que dans certaines études, avant de voir un effet, il faut trouver une dose, puis il faut regarder un paquet de marqueurs. Ben ouais. C'est pour ça que tu n'as pas toujours un effet positif. C'est parce que la vitamine D ne peut pas fonctionner comme un médicament. C'est pas un médicament. Exact. C'est un nutriment. C'est le modèle standard aussi souvent de la façon qu'on a tendance à voir les choses, beaucoup en recherche et tout, au niveau médical. Ce qui est normal, là. Ben exactement, tu sais. Puis pour vulgariser, pour monsieur, madame, tout le monde, quand on parle d'adipocytes, on parle de cellules de gras, essentiellement, dans nos tissus graisseux. Donc, quand on a un surplus de poids ou pas, on a tous des adipocytes, qu'on soit obèse ou non. Et c'est juste que la vitamine D est liposoluble, donc elle va se storer dans ces cellules-là et avoir une panoplie de fonctions et s'activer pour différents mécanismes là, du métabolisme du corps. Ouais. Donc, voilà. Tu sais, ce qui a mis la puce à l'oreille, je te dirais, de beaucoup de chercheurs, c'est quand le journal de médecine ostéopathique, là, quelques années, tu as sûrement vu cet article-là, que si la personne était carencée en vitamine D, en magnésium, t'avais beau lui donner de la vitamine D, il n'y a rien qui se passait. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Là, il mettait du magnésium sans mettre de vitamine D, puis le taux de vitamine D augmentait. Là, t'es comme, OK, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, c'est la vitamine D. Exact. Puis après, tu te mets à googler ça maintenant, sur les différents journaux scientifiques, zinc puis magnésium avec vitamine D, tu te rends compte que, les taux augmentent si tu donnes ces deux choses-là, pas de vitamine D. Exact. C'est ça que je trouvais super intéressant. Comme tu dis, toi puis moi, on est un petit peu à l'affût de ces trucs-là, autant de nos expériences cliniques que de, être à l'affût de la littérature. Moi, j'aime ça suivre tes posts juste pour ça aussi. Puis tu vois, justement, l'importance de voir pas juste la vitamine D comme une chose, mais de voir toute l'interrelation avec tous les autres systèmes, les autres réactions du corps et évidemment les autres nutriments qui sont impliqués dans ces réactions-là. On a tendance à vouloir isoler vitamine D, OK, ça, mais OK, il y a des synergies dans tout ça. Puis ça revient à un petit peu, je trouvais ça super intéressant, là, ce que tu disais, tu sais, le volet, si on a un surplus de masse adipeuse, tu sais, comme pratico-pratique, ça se peut que ça challenge, nos niveaux de vitamine D, on va dire ça comme ça. Fait que, tu sais, c'est de penser, est-ce que j'ai potentiellement du poids à perdre un petit peu? Est-ce que ça va me prendre une dose un petit peu supplémentaire pour arriver là, le temps que je deal avec ça? À partir de là, tu parlais aussi du cortisol, donc le cortisol, c'est une des hormones associées au stress chronique. Et ça, Dieu sait que au 21e siècle, le volet de stress chronique est ô combien présent. Obésité, stress chronique, là, déjà là en partant, on peut comprendre une des portions de pourquoi la vitamine D est sous-optimale pour bien des gens. Là. Ben, le lien qui est le plus intéressant, puis je l'ai fait un gros article une fois sur la vitamine D, c'est plus sur Facebook parce que ça me permet de déblatérer plus longtemps. Mais c'était que, on va regarder le concept. C'est qu'on sait qu'on a besoin de magnésium pour faire fonctionner les enzymes donc de conversion. Parfait. On sait que le cortisol a tendance à nuire à ces enzymes de production et stimuler les enzymes de dégradation. Mm-hmm. Donc, la vitamine D. On sait aussi que le cortisol a tendance à utiliser du magnésium. Donc, si tu augmentes l'axe HPA, tu vas domper du magnésium. Donc, ça, on peut le voir dans l'urine, on peut le voir dans plein de métabolismes. Le corps va requérir beaucoup plus de magnésium pour garder les niveaux. Un peu le même concept sur le zinc. Le zinc, vu qu'on a besoin de beaucoup moins, c'est peut-être plus complexe, là, mais un peu le même concept. On sait que le zinc, modulation du système immunitaire, modulation de neurotransmetteurs. Donc, on peut se douter que si on a un stress chronique, on a sûrement besoin de plus de zinc aussi. Mais
Puis, un des trucs qui est intéressant, c'est que la résistance à l'insuline va dépliter aussi le magnésium. Parce que ça fait partie des trucs. C'est que le corps essaye, le corps utilise, mais le corps va éliminer aussi le magnésium. Donc, quelqu'un qui a un syndrome métabolique, ben, c'est certain que... Puis il y a des études là-dessus. Là, ils ont pris des gens qui ont un syndrome métabolique, ils leur ont donné que du magnésium, ils ont regardé leur marqueur inflammatoire et il y a une amélioration. Fait que tu fais comme, ben... Puis l'étude est randomisée, double aveugle, tu sais... Des fois, le nombre de participants est léger, là, parce que tu ne vois pas 2000 personnes faire ça. Mais tu fais comme, ça a marché. Là. Puis ça fait du sens. Tu sais, au nombre de fonctions que le magnésium a dans le corps, ça fait du sens. Exact. Puis tu sais, c'est ça qui est intéressant avec ces études-là, qui des fois, tu sais, va corroborer beaucoup avec nos observations cliniques, tu sais, dans nos bureaux respectifs depuis un certain temps, en évaluant la personne de façon très individuelle. L'affaire, c'est qu'aussi dans ces études-là, des fois, ils vont faire comme, OK, on donne ça à tout le monde qui ont ça, sans regard à toutes les petites finesses. On comprend le pourquoi, le comment du pourquoi, mais je trouve que ça fait du bien d'une certaine façon quand on voit des trucs comme ça, et comme ah good, ok, là, tu sais, des fois ça met des mots ou des explications plus justes, ou juste qu'il y ait un consensus ou que ça soit mis en lumière at large dans la littérature. Je trouve que ça fait du bien. Ben, c'est encourageant. C'est ça. Bon, mais il y a quelqu'un qui a pensé à part nous autres. Exact. Et ils ont mis de l'argent là et ils ont fait de l'étude. Mm-hmm. Non, c'est ça. Puis ça, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, là, parce que, tu sais, on est tout aussi étudié le domaine de la médecine fonctionnelle, fait qu'on est toujours un peu à se battre, un peu comme, tu sais, les concepts qui sont très durs dans le côté allopathique. Non, on n'a pas besoin de ça, non, il n'y a pas de preuve que de ça. Oui, mais depuis l'établissement de ces barèmes de vitamines-là, le monde a changé depuis 45 ans. Non, exact. La littérature scientifique sur l'utilisation de vitamines et minéraux a vraiment changé depuis 1974. Exact. Tu sais, c'est tellement que, là, je pense, 1 ou 2 ans, je pense que les USDA a révisé sa dose de vitamine C comme étant le minimum. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des cas de scorbut maintenant aux États-Unis. Ah ouais, j'ai vu ça, je pense. Ouais. Là, j'étais comme, ça vient de me convaincre que vous avez tort. C'est ça, c'est ça. Pis encore, comme tu dis, est-ce que oui, le scorbut, on a des besoins accrus à cause de toxicité, alimentation déficiente comme jamais, 3 petits points. Fait que, mais déjà, c'est bon de voir des petits step-up comme ça à différents endroits, des petits ajustements, ça fait du bien. Puis c'est intéressant, tout ce que tu nous dis là, en fait, là, par rapport au volet niveau de vitamine D et tout, est-ce que tu penses, selon toi, si on est stressé, on a un petit surplus de poids, on habite au Québec, l'hiver, on est confiné, on n'est pas tout nu au soleil. Écoute, est-ce que tu penses qu'on devrait supplémenter, du moins, là, je crois qu'entre mois de... Bon, avec le soleil et tout, là... Septembre à avril, disons. C'est ça, exactement. On devrait supplémenter de ce que j'en comprends. Si on regarde la littérature, moi, je dirais que oui. Tu sais, mais après ça, supplémenter à quel niveau? Ouais. Moi, dépasser 4-5 000 par jour, c'est pas tellement à l'aise. Ouais. C'est des recommandations et des suggestions. Ouais, je comprends. Parce que je ne peux pas ne prescrire de vitamines. Ça. Soit du temps en passant, c'est ça. Tout le monde, tu sais, tout ce qu'on discute là, on discute de la littérature, on discute de nos observations cliniques, mais en aucun cas, ça constitue une opinion clinique. Parlez-en à votre professionnel de la santé respectif qui vous suit si vous avez des questions spécifiques à votre cas ou avant de supplémenter ou avant de commencer quoi que ce soit. Mais je suis quand même curieux justement là, par rapport à Mathieu, justement le dosage que tu as tendance à recommander à tes clients. Puis je suis certain que c'est très customisé à l'individu que tu as devant toi. Et donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre ces recommandations-là, partir avec vous, penser que ça s'applique textbook à vous. Mais ça peut vous guider dans vos questionnements par rapport à votre professionnel de la santé. Go for it. Fait que, voilà. Moi, souvent, j'utilise un minimum de 2000. Parce que je trouve que 2000, c'est logique. Les études sur les gens en général, en bonne santé, tu peux pogner un taux de vitamine D qui a de l'allure à 2000. Mais après ça, s'il y a des conditions métaboliques, la personne n'adore pas, la personne elle a en bon point, bon, on va monter peut-être un peu. C'est ça. Puis un moment donné, une fois par année, parce que c'est le maximum que tu peux demander à ton médecin de te faire un taux de vitamine D, ben on va le demander. Exact, ça demeure la meilleure façon, au-delà du guessing, tant que tu mesures pas, c'est important d'aller voir. Puis des fois, c'est un petit peu ça, j'ai vu autant des études qui disaient, OK,
on donne des méga-doses pendant un certain temps pour atteindre certains niveaux, mais si on le met de façon compréhensive, encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tantôt, de pas juste regarder la vitamine D. Ah, écoute, si on donne la vitamine D, magnésium, on va regarder les autres volets, tu sais, le stress, est-ce qu'on peut mitiger ça, volet composition corporelle. Peut-être qu'on va pouvoir, de façon beaucoup plus efficace qu'avec des doses massives de vitamine D, se rendre à notre but recherché, là, tu sais. OK. Puis par rapport justement au zinc, au magnésium, est-ce que c'est quelque chose que tu considères que justement la plupart des gens devraient supplémenter ou tu y vas évidemment à base individuelle? Magnésium, moi je te dirais oui, parce que on s'entend juste au niveau de la consommation, de l'alimentation des gens. Tu sais, moi je demande des journaux alimentaires, puis j'y rentre dans mon calculateur, puis je leur dis des fois, tu sais, je garde ça, on va dire que c'est la journée que tu fais tous les jours, même si je pense que c'est une journée beaucoup plus belle que ce que tu manges parce que tu me l'envoies. Et même là, tu ne remplis pas toutes les vitamines et minéraux. J'avais fait un exemple, j'avais fait un article sur les carences les plus connues, même selon Santé Canada, selon les tableaux. Puis j'avais fait une diète normale d'une femme de 1500 calories, ce qui est recommandé par Santé Canada. Avec l'apport protéine qui est recommandé, avec tout. Du pain brun, tout. Puis j'avais remarqué que cette diète-là était carencée en ça. Puis regardez la diète, là, c'est beaucoup plus beau que ce que tout le monde mange. C'est ça, déjà. Des 2 tranches de pain germé avec de la dinde, avec, tu sais, c'est comme, puis j'avais choisi des choses volontairement denses en vitamines, parce que le pain, il en ajoute, fait qu'il y en a plein. Fait qu'au bout de la ligne, j'étais quand même carencé. Là, je dis, ça, cette alimentation-là, personne ne mange ça. C'est ça? Tu sais, je veux dire, moi-même, je mange pas toutes ces affaires-là, là, parce que j'en mange plus, mais je veux dire, je mange pas spécifiquement ça. Fait que j'étais comme, c'est un peu illogique de penser qu'on n'a aucune carence puis qu'on comble nos besoins de l'alimentation. Donc, premièrement. Puis après, on oublie que, ça, c'est Vasquez Zamani qui m'avait dit ça, puis ça me faisait toujours rire, qu'il disait, oublie pas que les valeurs qu'on a trouvées normales sont dans une courbe en cloche. Donc, c'est un bell curve qu'on a utilisé de 10 000 personnes. Mais il dit, c'est d'assumer que ces 10 000 personnes-là sont en santé. Là. Exact. Fait qu'il dit, ça marche pas jamais. Là. Exact. Il dit, l'assomption de base est pas bonne. Ils ne sont pas malades. C'est ça qu'on sait. Puis après ça, la réponse, elle est où là-dedans? Quelque part. Ben, c'est ça qui est le fun aussi, tu sais, avec ces données-là, avec la science, puis dans la discussion autour d'eux, puis le comment du pourquoi, puis de revenir à l'individualité de la personne qu'on a devant nous, tu sais. Puis moi, je le répète souvent dans différentes capsules, le magnésium, entre autres, là, c'est comme, écoute, si tu veux aller au magasin de suppléments, là, puis juste faire un wild guess, là, achète du magnésium, essaye ça, puis les chances sont que ça va potentiellement t'aider, même si tu le ressens pas nécessairement directement. Mais tu sais, aussitôt que tu as du stress, volet toxicité moindrement, pour ça je vois souvent les femmes, volet estrogénique, anovulants et compagnie, qui sont un peu plus sensibles à ça. Mais le magnésium, là, écoute, combien de fois là, des nuits de sommeil qui ont été changées là, pour certaines personnes, puis comme tu disais, par rapport à l'alimentation, mais même les sols qui sont appauvris là, avec l'agriculture de masse et compagnie, ils montraient beaucoup de magnésium là, dans notre alimentation de base, même si tu veux aller chercher ton RDA parfait, c'est déjà plus difficile. Tu sais. Fait que la supplémentation, de mon expérience aussi clinique, ça a souvent un super bel impact. Ben, ça coûte pas tellement cher. C'est sûr. Une étude que je fais lire à mes élèves dans un des modules, comprendre les études scientifiques, on s'entend que je suis pas chercheur, donc j'ai pas la capacité d'expliquer beaucoup plus compliqué. Le but du module, c'est juste de comprendre les types d'études, la hiérarchie de validité d'une étude scientifique. Exemple, une étude prospective épidémiologique, là, ça vaut pas grand-chose pour trouver un détail, là, c'est juste une piste. Puis randomized double blind, méta-analyse, OK, là, on est pas mal dans... Ça aurait du sens. C'est ça. Fait que, bon, après ça, il y a une étude que je donne là-dedans. C'est une étude sur le magnésium. Donc, l'utilisation de magnésium pour les symptômes de la dépression. Puis, c'est une étude qui a été faite double randomisée, avec une dose qui a de l'allure de magnésium. Puis, l'étude est bien montée, c'est bien fait. Il y a des limitations. C'est une étude, on s'entend. Mais, quand tu arrives après ça, ils disent, un des points de l'étude, c'est que, malgré les limitations, ils disent, le fait que le magnésium coûte environ 15 $ par mois pour les avantages qu'on voit, même si les avantages sont peut-être un peu biaisés par la manière de donner les données, selon nous, ça vaut la peine. C'est sûr?
Parce que ça coûte rien. Tu sais, c'est 15 $ par mois, là. C'est moins cher que pas mal plein d'affaires que tu peux faire, là. C'est comme le prix de 2 lattés, là. C'est ça, exact, c'est ça. Tu sais, ouais. Fait que je suis comme au monde, tu sais, je dis, ça va te coûter pas cher, là. T'sais, on va l'essayer, là. C'est ça, puis tu sais, puis je suis certain que justement, tu sais, c'est ça, c'est du advice général, mais tu sais, dans tes consultations en one-on-one et compagnie, tu sais, c'est très customisé, mais c'est pour ça que dans mes capsules très générales, souvent, je suis comme, écoutez, essayez-le. Au pire, c'est ça, 15$, une petite bouteille, peu importe, de qualité, vraiment idéalement le magasin de produits naturels parce que, bon, les qualités sont sinon, pas toutes il y a quelques marques qui se vendent dans les magasins qui ont de l'allure. Moi, je dis au monde, t'es pas sûr, prends des photos, envoie-moi-les. Exact, même chose. Je vais dire, ça a du sens, ça, c'est pourri, c'est pas ça. Puis, tu sais, regardez si ça vous aide ou pas, vous perdez pas grand-chose. Puis même si vous le ressentez pas, tu sais, concrètement, sur votre sommeil, sur votre bien-être, sur peu importe quoi, écoutez, il y a des chances que ça vous a aidé de toute façon. Ça, c'est un peu ça. Des études juste sur le magnésium et pression artérielle. Exact. Le magnésium, puis la pression descend de 5 mmHg. C'est ça. C'est énorme, là. Ah, le magnésium est dans quoi? 300 plus, là, tu sais, la bonne vieille. C'est ça, tu sais, réaction métabolique, là. Fait que, tu sais, tu te trompes pas, là. Même si tu le ressens pas directement, ça se peut que tu aies donné un petit coup de pouce temporaire à ton corps. Là. Fait que, il y a de quoi qui se passe. C'est ça, exactement. Il y a de quoi qui se passe. Puis par rapport au zinc, est-ce que c'est un peu la même chose? Ou le zinc, comme tu disais, vu que ça prend souvent moins des grosses doses, on s'en prend un petit peu moins, ça ressort un petit peu moins souvent? Ou c'est un peu un go-to? Moins à cheval sur le zinc, parce que le zinc, vraiment, si t'en prends trop, c'est plus toxique. Exact. Ouais. Le magnésium ne l'est pas du tout, tandis que le zinc peut l'être un peu. Il y a des, tu sais, en médecine fonctionnelle, nous, tout le monde apprend qu'il y a des signes de carence en zinc, au niveau de la peau, au niveau des cheveux, au niveau d'une couple de petites affaires. Bon, OK. Si le client arrive avec des... Puis encore là, moi, c'est des recommandations, là, je n'ai pas de prescription, là, je veux pas avoir l'ordre des nutritionnistes sur le dos. Ah, ouais, mais, tu sais, si le client arrive avec j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, as-tu déjà essayé du zinc? C'est ça. Il va dire lesquels? Ben, regarde, ceux-là sont pas forts. Ils dépassent pas la dose de toxicité. Pourquoi pas? C'est ça. T'sais? Puis tu sais, sur une période relativement délimitée, c'est pas là que tu tombes exactement. Là, c'est les abus souvent. Là, le corps est quand même relativement bien fait aussi. Ouais. Là. C'est pas qu'une bouteille, une petite bouteille de zinc, tu vas tomber en toxicité du jour au lendemain. Là, à moins d'avoir un autre problème beaucoup plus grave. La part des compagnies vont mettre moins de 25 mg élémentaires par capsule. Fait que la toxicité se trouve autour de, je pense que c'est quoi, 50? OK. Je pense 35 ou 50 sur une période prolongée. C'est ça. C'est beaucoup, là, quand même, de zinc. Exact. Fait on va y aller, quelque chose d'intelligent, puis on verra. Si on t'en donne, puis on marque que les symptômes spécifiques qu'on peut associer à ça s'améliorent, il y a quelque chose qui s'améliore. Ouais. C'est pas les protocoles de Champoliquin 6 Uber zinc par jour. Non, c'est ça. Puis ce sont des protocoles pour des athlètes de haut niveau dans des situations complètement différentes. Donc, sur 6 semaines. Exact. Donc, aussi, là, c'est sur des périodes très raccourcies de temps. Là. Exact. Le but, c'était de faire un flush de zinc. Lui, il savait beaucoup du zinc liquide pour savoir si les gens avaient des carences. Qui a une certaine validité scientifique. Tu vas voir les études. Il y en a des études qui disent que il y a une corrélation intéressante entre le goût et la carence. Puis, je suis curieux de savoir aussi ton expérience par rapport à ça, même avec les volets médecine fonctionnelle, dans même la littérature, par rapport à souvent les gens vont regarder, vont doser leur magnésium dans leur prise de sang ou autre. Puis, est-ce que tu trouves que c'est un indice qui est reliable versus justement les besoins réels en magnésium ou autre? Ben, c'est parce que sérum, comme toi et moi, on sait que ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que ce qui circule dans le sang, c'est ce que ton corps n'a pas utilisé. C'est ça. Donc, c'est souvent, ça me tombe, je vais recommander du zinc, puis les gens disent « Ah, mais mon magnésium est quand même relativement normal et tout. » Puis je comprends, mais... puis souvent, le monde en revient, puis ils ont eu un effet incroyable du magnésium. Puis ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt. L'impact métabolique de la chose versus, regarder juste un paramètre à un endroit donné sans regard à tout le reste des interrelations des processus biochimiques du corps. Et qui ont beaucoup de difficultés à déterminer comment tu détermines une carence nutritionnelle, à part pour certaines vitamines qui sont quand même très faciles. Ouais. B12, B9, le fer, OK, ça, on va le voir. Mais d'autres choses, on peut regarder le Red Blood Cell, le RBC, mais encore là...
c'est pas là que le magnésium veut aller. Là. C'est pas là qu'il est localisé dans le corps humain. Fait que le RBC te donne une idée, mais après ça, c'est quoi le range que tu utilises pour savoir s'il y en a? Exact. Fait que c'est toujours un peu dans l'interprétation. Puis encore là, t'es toxiqué au magnésium, là. Ouais. Exactement. Tu vas avoir des signes et symptômes un petit peu désagréables probablement avant ça. Là, c'est ça. C'est ça. Des signes avant-coureurs. Fait que bref, écoute, si on veut wrap up ça un petit peu là, pour un message à ramener à la maison pour tous, que ce soit autant en tant que thérapeute qu'en tant que monsieur, madame, tout le monde. Grosso modo, du mois là, de fin septembre à fin mars, on synthétise pas vraiment de vitamine D, qu'on le veuille ou non, à moins que vous ayez dans le sud et tout. J'avais vu là, quelque part, un petit sidetrack de mon wrap-up, mais qu'il y a comme un temps de demi-vie là, dans le tissu adipeux, comme un 6 semaines, ce qui fait que, mettons, 3 mois, grosso modo, moi, je trouvais souvent aux patients, ça justifiait un petit voyage dans le sud ou d'aller refaire le plein là-dessus si tu veux pas prendre de vitamine D. Mais grosso modo, tu sais, prendre conscience que dans cette période-là, on n'en synthétise pas. Donc, à moins qu'on ait des solides réserves, et encore, tous les points qu'on a parlé, si vous faites un mini peu d'embonpoint, si vous avez un mini peu de stress ou beaucoup de stress, qui implique le stress va dépliter le volet magnésium. Donc, si vous ne prenez pas de magnésium, si vous avez de l'inflammation dans votre corps, bref, il y a beaucoup de choses qui justifient de... Prenez juste un peu de vitamine D là, pendant l'hiver. Je pense que ça va vous aider sur différentes choses, de 1. Mais de comprendre que si vous ne réussissez pas à atteindre vos valeurs là, qui sont mesurées dans votre prise de sang avec votre médecin, mais ça se peut qu'il y ait d'autres facteurs à considérer. Pensez au magnésium, pensez au zinc, pensez à potentiellement juste perdre un peu de poids. Si vous n'êtes pas déjà là-dessus. On va une nuance sur la perte de poids. Ouais. Parce que je suis beaucoup dans le concept d'obésité. Ouais. Puis j'aime beaucoup que le message sur l'obésité soit véhiculé de manière précise. Parfait. Donc, la perte de poids... n'est aucunement nécessaire à l'amélioration de la santé métabolique. Bon point. On est dans la perte de gras viscérale, ce qui souvent va représenter genre 1 livre. Bon point. Sur la balance. Bon point. Je pense qu'il faut vraiment aimer pour le concept de la santé métabolique. Donc, ce qui est le plus gros point là-dessus, ça va être l'exercice, les choix alimentaires, peut-être pas les calories, les choix alimentaires. Puis après ça, le sommeil, mode de vie en général. Parfait. Je pense que c'est là qu'il faut aimer, parce que la perte de poids adipeuse sous-cutanée va être souvent un effet secondaire. Ouais. Parce que ça, il y a des études là-dessus. C'est écœurant, je vais t'en trouver une, je vais te l'envoyer. C'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont mis des gens sur des protocoles, mais pas de weight loss, genre whole food avec du life coaching. Puis ils ont juste noté, ils ont regardé leur niveau de vitamine D. Puis ils se sont rendus compte que les gens, s'ils perdaient du gras viscéral plus, le ratio marchait avec leur augmentation de vitamine D sanguine. Fait que t'es comme, ça c'est hot. Alors ça vient de prouver tout le point. Que la personne n'a pas besoin de perdre du poids. Exact. Tant que ça, tu sais. Puis c'est une très bonne précision, puis merci de cette précision-là, parce que des fois, les gens, justement, avec un surplus de poids, déjà, sont un peu... c'est pas de les achaler avec ça, nécessairement, que justement, le volet de modifier son métabolisme. Puis comme tu dis, ça peut représenter 1 livre, dans le fond. Fait que c'est de pas se fier à la balance ou au poids, nécessairement, ou à la balance externe, mais au-delà de là, à la santé métabolique, de bouger, justement, qu'est-ce qu'on mange, des aliments idéalement le moins transformés possible, des whole foods. Puis je pense que ça va avoir un effet beaucoup moins chiant comme objectif à avoir et beaucoup plus réaliste par rapport à ce qu'on parle. Je pense que c'est ça mon message de fin. C'est que c'est plus intéressant de regarder la santé métabolique d'une personne. Oui. Puis qu'est-ce qu'elle peut faire pour l'améliorer que de toujours focusser sur. Il faudrait que tu perdes un petit 10 livres, imaginez. Non. À part peut-être pour les articulations, ça peut être un peu plus tough. Là. Le reste du corps, lui, il s'en sac. Exact. C'est que le gras sous-cutané est une réserve, est un mécanisme de protection. Pourquoi il s'est accumulé? Écoute, on pourrait en jaser pendant des heures. Mais après ça, c'est pas nécessaire de perdre du gras sous-cutané pour être en meilleure santé. Exact. Exact. Puis tu sais, ça devient moins décourageant aussi vu de cette façon-là. Puis c'est vraiment là qu'est l'essentiel. Puis on pourra en reparler même éventuellement dans d'autres capsules, le volet, tout ce qui est syndrome métabolique, puis ce que ça implique.
sans avoir à nécessairement focusé sur le volet peut-être plus physique ou même esthétique de la chose. Là, fait que très bonne nuance, merci de l'apporter. Puis je vous encourage même à aller voir toutes les autres posts de Mathieu, justement, qui parlent beaucoup du syndrome métabolique versus l'obésité, versus vraiment de ramener à l'essentiel, puis à qu'est-ce qui est important pour être essentiellement dans une santé optimale, dans un meilleur état de santé, et vraiment vulgariser tout ça. Je te trouve excellent de vulgariser la littérature pour tous, autant pour des praticiens ou des gens qui veulent apprendre que monsieur et madame tout le monde. Donc écoute, si les gens veulent te suivre, ils peuvent te voir, je crois, sur Instagram, c'est de Holistic ND. Exact. Mathieu Bouchard ou Matt Bouchard, The Holistic ND. Même chose sur Facebook. En fait, j'ai le même nom sur Facebook, sur ma page excellent. On va mettre ça dans les show notes, on va mettre ça dans le bas de la présentation. Puis écoute, au plaisir Mathieu, ce fut un super moment, super informatif et j'ai bien hâte qu'on se réentretienne ensemble. Ben moi aussi. Merci, bonne journée. Ciao. Bonne journée Max.